Allez, on va démarrer. Je suis très heureuse d'être à vos côtés. Diane Mazloum, bienvenue à Nancy. Jacques Weber, bienvenue aussi à Nancy. Vous étiez, il y a 1 ou 2 ans, vous étiez venu déjà à la librairie Le Hall du Livre. Non pas pour ce livre. Oui, je jouais Flaubert à l'Opéra devant le Rideau Rouge. C'était une salle gratuite. J'ai adoré ça. Et puis j'ai même joué ici pour le grand hôpital qui est à Nancy, pour le personnel soignant. J'ai joué ici, dans cette salle. Eh bien, on est très heureux de vous avoir. On est particulièrement, et je suis particulièrement touchée d'être avec vous pour cette rencontre qui va nous faire nous poser des questions sur le Liban, pays qui fascine beaucoup, je crois. On va parler de cette fascination du Liban, mais pays qui souffrent et qui souffrent encore aujourd'hui. Bien sûr, on a aujourd'hui en tête les images de ce 4 août dernier, avec cette explosion dramatique encore pour le Liban, pour le pays qui marque certainement à nouveau un tournant. Et ça, on le verra avec vous, Diane Mazloum, parce que je viens d'apprendre aussi que vous y étiez à ce moment-là, et j'imagine bien évidemment que ça vous a profondément marqué. Voilà 2 livres qui vont effectivement nous parler de ce pays, mais de 2 façons différentes. Pour vous, Jacques Weber, ce Paris-Beyrouth, vous revenez sur une expérience que vous avez vécue il y a 36 ans maintenant, en 1984. Vous jouiez Cyrano, vous aviez 33 ans, c'était le début d'une consécration. Vous connaissiez à ce moment-là un vrai succès. Et puis au même moment que votre voix va partir, va vous abandonner comme ça, vous l'expliquerez un petit peu, on va vous proposer de venir tourner un film à Beyrouth, au Liban. Et vous allez accepter, et vous allez partir avec votre épouse. Et là, vous allez vivre quelque chose de l'ordre d'une expérience particulière, puisque Beyrouth, à ce moment-là, le Liban, est encore en pleine guerre civile. Et vous allez vous rendre compte que tout ça va vous changer. Vous rentrerez et vous vivrez, écrivez-vous, autrement. Le mot autrement m'intéresse beaucoup et on verra ça, mais vous abordez aussi la question de l'appartenance à un pays, parce que après être allé au Liban, vous vous rendez compte certainement que vous êtes d'un pays qui est la France, et ça vous rapproche aussi de la France d'être allé là-bas. Vous vivrez aussi du désir encore plus fort pour votre femme, alors que le pays est en guerre. Et c'est cette question-là qu'on se posera aussi. Comment on peut désirer intensément, encore plus fort, désirer la vie quand ce pays souffre autant. On verra ça avec vous. Quelque part, cette question du désir, Diane Mazloum, de l'appartenance, de l'étrangeté par rapport à un pays, vous l'abordez aussi avec votre roman. C'est vraiment un roman, Une piscine dans le désert, qui fait se rencontrer 2 jeunes gens. Lui est canadien, mais sa famille est libanaise. Il va revenir ou venir au Liban pour gérer une histoire de terrain. L'histoire du terrain, c'est que Fausta, une Libanaise, jeune femme mariée libanaise, a fait construire une piscine sur un terrain qui ne lui appartenait pas à elle, mais qui appartient à la famille de ce Rodolphe. Et de cette histoire simplement de terrain, de propriété, va se créer une discussion justement liée au pays. On n'est pas à Beyrouth pour le coup, on est dans la montagne, lieu de silence, presque une montagne qui protège des guerres et du bruit de la guerre. Mais votre livre nous fait montrer et toucher les beautés du Liban. Peut-être commencer par vous, Diane Mazloum, parce que ce roman est celui de votre pays, le Liban, que vous connaissez. Est-ce que c'était l'envie, au départ, de montrer justement le contraste entre la beauté de ce pays, ce silence, ces montagnes, et cette souffrance et cette violence par ailleurs, d'autant qu'on est dans un lieu de frontière avec les 3 pays concernés? Bonjour. Alors, effectivement, mon roman a lieu dans
dans un désert de montagnes qui, dans la réalité, se situe aux confins de 3 pays en guerre qui sont le Liban, la Syrie et l'Israël. Et le Liban m'a toujours énormément inspirée, comme vous dites, dans ce sens où c'est un endroit très petit et qui pourtant contient tous les contrastes du monde et toutes les contradictions. Tout ça porté vraiment à l'extrême. C'est un pays multiculturel, c'est une mosaïque avec 1001 facettes. Et donc on passe d'une douceur à une violence inouïe, de quelque chose qui pourrait être d'un excès de modernité tout d'un coup dans le temps, au temps de son âge d'or, à quelque chose de très archaïque et tribal. Tous ces contrastes, effectivement, me passionnent parce qu'il en sort quelque chose d'insaisissable. Et c'est toujours cet insaisissable que j'ai envie de retranscrire d'une manière ou d'une autre, qui m'échappe et que je continue à rechercher, à transcrire jusqu'à présent inlassablement. La question de l'étranger, parce que ce jeune homme qui arrive est un étranger à moitié, puisqu'il a des racines libanaises, ça vous questionne? C'était important de poser la question de l'étrangeté? Oui, bien sûr. Moi-même, en tant que Libanaise, je me sens aussi étrangère au Liban. C'est très difficile. Vous parliez d'appartenance. Et même M. Weber faisait référence à cette appartenance, combien il s'est senti plus proche d'appartenir à la France à son retour du Liban. Mais effectivement, il y a quelque chose d'assez étrange dans cette appartenance parce que c'est difficile d'appartenir au Liban parce que jusqu'à présent, on ne sait pas exactement à quoi rime cette identité libanaise qui est tellement, disons, fragmentée. Et pourtant, on y ressent un attachement très profond à la terre qui donne envie vraiment d'appartenir à quelque chose. Mais à quoi exactement au Liban? C'est aussi une des questions qui n'a toujours pas été résolue et qui mène quelque part un peu à la situation libanaise, le sort du Liban aussi actuel. Jacques Weber, il y a donc 36 ans maintenant, quand vous prenez l'avion pour aller à Beyrouth avec votre femme, vous décrivez un peu le sentiment que vous avez. Vous vous en souvenez précisément de l'arrivée à Beyrouth et de votre sentiment de vous rendre dans ce pays en guerre à ce moment-là? Bonjour. Oui, l'arrivée à Beyrouth est très curieuse et paradoxale. Pourquoi? Parce que Jocelyne Saab, et je la comprends, je l'ai compris au fur et à mesure du film, s'est sentie un peu obligée de me mentir sur la situation exacte de Beyrouth. Lorsqu'elle me parle d'un film à Beyrouth, à Paris, pour moi, ça veut dire Sabra et Shatila un an ou deux avant environ, la guerre des grands hôtels, la guerre, tout simplement la guerre, dont les journaux télévisés ne cessent de nous parler. Et donc j'aurais eu très peur. Et elle me dit, mais non, on est en fin de guerre. Ça s'est apaisé, ça s'est calmé pour l'instant. Cette expression aurait dû m'alerter. C'est une période calme. Et je pense que d'ailleurs, ce qui est terrible dans ce pays, c'est que depuis des années, la paix n'est qu'une période calme, n'est qu'une petite, très courte parenthèse. Et donc j'arrive là-bas plutôt avec un a priori de rentrer dans un pays un peu pacifié, un peu plus tranquille qu'il ne pouvait l'être. Et la première chose que je vois, d'abord je vois un aéroport totalement déglingué. J'étais pas du tout habitué à voir des aéroports avec des câbles qui sortaient de partout, des militaires dans tous les côtés, un aéroport sale, mais surtout, j'arrive, je sors et il y a un mort entre deux taxis. Et on me dit non, mais c'est pas la guerre, c'est une bagarre entre taxis. Ça commence comme ça. Ensuite, on fait la route et on me dit là c'est Sabra Shatila. Je vois en effet quelque chose où on peut presque entendre les oiseaux comme les chants comme le film de Lanzmann quand on regarde les chants où il y a eu des horreurs. Et je me dis merde, quand même, c'est très curieux. Je commence un peu à trembler. Et puis là commencent les très mauvaises surprises et en même temps ces surprises qui vous font peur et qui en même temps vous tendent
Donc, si elles vous tendent, elles vous font ressentir la vie encore plus de façon plus sensuelle, plus palpable, plus forte. En effet, je rentre, c'est pas du tout un hôtel, c'est 9 étages complètement retaillés, resculptés à la Kalachnikov. Il n'y a plus de fenêtres. On me dit très gentiment, avec un peu d'angoisse, que l'eau n'est là que toutes les 2 semaines, qu'il faut faire la réserve d'eau, voilà, que l'électricité est coupée la plupart du temps. Enfin bref, tout un truc comme ça. Et tout commence là, et dès le premier soir, des enfants armés, ces mêmes enfants sur lesquels Jocelyne Saab avait fait un film, Les Jeux de la guerre, et ces enfants qui jouaient avec des mitrailleuses en bois, là c'est des vraies armes, et nous sommes braqués, mis en menace comme ça, avec un môme qui a le pistolet sur ma tempe, ma femme, la Kalachnikov sur la poitrine. Et c'est vrai que là, là, je découvre ce qu'est concrètement, moi qui ai si souvent joué, et c'est ça qui me, comment, j'aime pas ce terme, mais j'en trouve pas d'autre, qui m'interpelle, comme on dit maintenant. Mais c'est vrai que ça me pose des questions, parce que j'ai joué la mort, on n'en a jamais l'expérience. J'ai joué la peur, je n'en avais pas eu l'expérience. Et là, je me rends compte que c'est très concret. C'est extrêmement concret. Le risque de mort et la trouille, c'est vraiment concret. Oui. Ça commence comme ça, c'est le premier jour. Ça commence comme ça, mais que se passe-t-il après? Vous l'écrivez et vous parlez d'amour après, parce que cette expérience de jeune il vous passez à côté de la mort, quand vous rentrez dans votre chambre, vous dites que vous n'avez jamais autant désiré. Il y a quelque chose de l'ordre de l'amour lié à la mort. Et ça, c'est tout au long de votre livre. Il y a quelque chose de l'ordre de la grâce. Oui, d'ailleurs, c'est ce qui m'a le plus... Mais ça aussi, je l'ai découvert, lors même que c'est un sentiment qui a été très souvent décrit en littérature. Cette guerre ou cette sensation de mort permanente qui vous renvoie, comme les gens qui ont été très malades, qui d'un seul coup ont un goût de la vie très prononcé. Mais là, tout est en direct, tout se fait dans la seconde. Et c'est vrai qu'au moment même où on a été comme ça, c'était à 2 mm, c'est à la merci d'un doigt qui fait clac, que votre cerveau peut exploser ou non. C'est vrai que d'un seul coup, le désir vous envahit, mais enfin moi, m'a envahi immédiatement, qu'en même temps, j'étais bouleversé par ce que Jocelyne et ses assistants avaient préparé la chambre comme des enfants. Ils avaient mis un petit bouquet de fleurs, alors qu'il n'y avait plus de fenêtres. Sur le drap, il y avait je me souviens, des pétales de fleurs. Ça, c'est tout le Liban. Cette espèce de mélange permanent de douceur et de douleur, quoi. Et l'une des premières choses qui m'a frappé au Liban, et c'est drôle parce que je vous écoutais, c'est cet accent qui est d'une telle sensualité, d'une telle douceur. Il y a quelque chose d'assez lent, il y a une élégance, et il y a un mot que vous employez très souvent qui est yalla. Yalla, yalla. Et je trouve ça superbe. Et il y a halas. Je ne sais pas si je le dis bien, mais il y a halas, comme ça, c'est un truc extrêmement violent et sauvage. Et de l'autre côté, il y a yalla, yalla. Et ça, pour moi, c'est ces espèces de grands écarts d'arches comme ça qu'il y a dans le Liban et qui me bouleversent beaucoup. Vous avez eu des cours d'ailleurs, hein, parce que vous avez tourné le film en libanais, c'est ça? Vous avez eu un prof qui s'appelait Samir. Ça, c'était plutôt la partie rigolote, oui. C'est que j'avais un professeur attitré dont je parle beaucoup. On est chez lui le soir même de cet accident. Et en même temps... comme ça, d'évidence, il y avait toujours 30 professeurs. Toute l'équipe libanaise voulait me donner des cours pour mon accent. Et alors, c'est très amusant, parce que tout le monde voyait midi à sa porte, si je peux m'exprimer ainsi. C'est-à-dire, parce qu'il y a cette chose très gutturale que nous n'avons pas, qui est très, très difficile à saisir. Et puis, il y a aussi cette chose chantée, et puis il y a aussi le béroutin. Alors le béroutin, vous me direz si je dis une bêtise, mais c'est un espèce de mélange hallucinant entre des petits bouts d'anglais qui se baladent, des bouts de français, la langue arabe qui est sublime. Alors, on est un peu perdu. Alors voilà, alors, il y avait tout le monde me donnait des cours. Et très honnêtement, c'est extrêmement difficile. Parce que autant c'est agréable de jouer peut-être dans une autre, avec un masque. C'est très agréable parce que le masque vous permet d'avoir moins peur. Mais une langue n'est pas un masque. L'autre langue est une étrangeté qui ne rentre pas dans l'organisme. Enfin, et donc je trouve ça très difficile. D'ailleurs, très peu d'acteurs français réussissent même merveilleusement bien dans une interprétation en anglais. Alors en arabe, c'est encore beaucoup plus difficile.
Juste pour vous lire deux phrases sur cette fameuse soirée. Fallait-il avoir eu très peur pour vivre et s'aimer plus? Fallait-il la piteuse aventure de la guerre pour frémir plus? Tout près de la souffrance des amputés, des orphelins, des veufs, faire l'amour, c'était se remettre au monde. Écrivez-vous. Oui, ben je l'ai écrit. Non, je veux dire que c'est ce qui me vient, mais ce qui encore me questionne, c'est-à-dire, je me dis, mais est-ce qu'il faut vraiment qu'on frappe à notre porte sans arrêt avec le malheur pour nous réveiller et dire, mais nom de Dieu, qu'est-ce que c'est beau la vie, qu'est-ce que c'est beau aimer, qu'est-ce que c'est beau faire l'amour, qu'est-ce que c'est beau regarder une femme dans les yeux, qu'est-ce que c'est beau regarder une montagne, qu'est-ce que c'est beau regarder un pays. Et alors ce qui est très surprenant aussi, c'est que Beyrouth, moi quand je l'ai connu, était totalement désossé. Comme on dit, comme les corps, vous savez, qu'on met dans les écoles de médecine. Il me manque un mot. Et c'était hallucinant, parce que la place des Canons, quand je l'ai connue, était un désert avec de l'herbe qui repoussait, de la terre battue, des pavés qui se baladaient, un énorme monument en cuivre vert, enfin c'était du bronze, pardon, c'était verdâtre avec plein de piquets à la Kalachnikov et surtout des arches partout et plus personne, sauf un vieux monsieur qui avait sans doute décidé de dire « Yallah » et qui est resté assis à fumer son narguilé. Et nous, on traversait la place avec un colonel syrien qui regardait si, ces horribles Syriens, qui regardait s'il y avait des comment on appelle ça, des snipers, voilà, c'est ça. Et je me souviens de ce silence totalement opératique, enfin, et ce décor, je vous prie de m'excuser, mais c'est vrai, je trouvais ce décor splendide, c'est horrible de dire ça, splendide, et en même temps, ce décor racontait le malheur, la douleur, et je me demandais, mais est-ce que les gens qui vivent ici ont cette même sensation esthétique du décor, je sais pas comment, je crois pas, et c'est pour ça que je crois le dire à un moment dans le bouquin, je me suis senti toujours étranger éberlué, étranger amoureux, étranger sidéré au sens propre du terme, mais étranger. Et je pense qu'il faut cesser, il y a beaucoup de gens qui doivent fermer leur gueule à propos de Beyrouth, ou à propos de la guerre, ou à propos des malheurs, parce qu'ils n'y sont pas, tout bêtement, et que le fait concret d'y être, ça change tout, mais tout. Ce silence et cette beauté du Liban, Diane Mazloum, on le voit et on le découvre en même temps que Léo qui arrive là et qui va découvrir aussi la nuit et le jour et la différence entre le jour et la nuit, avec effectivement quelque chose de fascinant, d'autant que là, je le rappelle, on est sur ces montagnes, ces hautes montagnes, on sait qu'il se passe quelque chose de l'autre côté. Et est-ce que son regard à Léo est différent du regard de Fausta, qui, elle, connaît par cœur ces paysages? Est-ce que la notion d'étranger, de découverte, de ce silence, de ces paysages, de cette lumière est différente quand on n'est pas de là? Alors, effectivement, je pense que oui, il y a une certaine différence. Avec de la distance, on est probablement beaucoup plus sensible à tout ce qui est d'ordre sensoriel. Donc les goûts, les bruits, les images. Et effectivement, pour Léo, tout d'un coup, de se retrouver dans ces montagnes et de voir à quelle vitesse la nuit tombe. Alors, on a eu l'impression qu'il faisait jour dès 6 heures du matin sous un soleil écrasant, et que ce soleil écrasant, il est là jusqu'à 5h30, et puis tout d'un coup, à 17h30 ou 18h, on est dans la nuit noire. Effectivement, ça l'interpelle, aussi bien que tout le désert qui est censé être, parce que tout se passe un peu dans un espèce de désert de montagne qui est censé être silencieux, mais c'est toujours un silence chargé, ça ne sera jamais un silence purement silencieux, il y aura toujours quelque chose qui va lui donner une certaine saveur, exactement comme le lieu en lui-même, les frontières. Par exemple, ici en Europe, passer une frontière, c'est très simple, il suffit d'avoir ses papiers en règle et puis on passe. Alors que là-bas, de là où je viens, passer le fil de la frontière, c'est vraiment prendre le risque de mourir, parce que c'est toujours miné, parce qu'il y a des milices armées, les vengeances intestines, les bombardements
il y a la guerre en Syrie, on est encore en état de guerre avec Israël, la surveillance militaire, les enlèvements. Ça n'a vraiment rien à voir. Tout est beaucoup plus intense et on en revient à ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'on ne peut pas ne pas se sentir plus vivant là-bas. C'est vraiment plus fort que nous. On sent tout de suite l'énergie qui vient de la terre, de l'air, de l'humidité, de la lumière. On se sent très, très vivant et c'est presque addictif, quelque part. Oui, Jacques Weber. Non, c'est curieux parce que moi, j'ai tout de suite parlé du décor ou de la situation de guerre qui me renvoyait. Alors même qu'elle parle très justement, parce que et je n'ai peut-être pas su bien l'exprimer, du pays lui-même, c'est-à-dire de sa terre, de sa lumière, du grand large qui est là, ou de la montagne qui est là, enneigée, pas loin. Enfin, et c'est vrai que ça, c'est extrêmement prégnant dans cette sensualité permanente, sensualité torride, enfin très très forte, très puissante. Et c'est vrai que ça, c'est une chose qui pour moi était un peu moins visible, de par le fait que la guerre était toujours là, présente. Alors, autre chose, les ruines aussi, c'est terrible la ruine. Et je passe aux ruines, pourquoi ? Parce qu'une des choses qui m'a aussi ébloui ce pays, vous me dites si je dis une bêtise, mais je crois très peu d'industrie, très peu d'agriculture, peu d'industrie. On ne produit rien du tout. Une tradition phénicienne, enfin surtout tradition du commerce. C'est d'ailleurs ce qui lui retombe sur le nez dernièrement, c'est que c'est l'économie qui a créé aussi des catastrophes. Hein. Et par contre, j'ai été fasciné parce que j'ai réussi, ça m'amuse presque de le dire comme ça, c'est que je suis un des seuls qui a vu Balbec pour lui tout seul. Il y avait un vieux guide qui était à l'hôtel, tu connais l'hôtel Palmyre. Oui. Alors il était là comme ça et visiblement il s'ennuyait depuis pas mal d'années, depuis que la guerre avait explosé, parce qu'il avait vu Chaplin, il avait vu Ava Gardner, Orson Welles, tout ça. Puis il était là. Et puis il nous voit arriver, mais on était... C'était merveilleux pour lui. Et le lendemain, il a mis une casquette qu'il a sortie. Tout ça, c'est bouleversant. Il a mis sa casquette de guide. Et alors, j'étais presque emmerdé parce qu'il n'arrêtait pas de parler. Il n'arrêtait pas de parler. Et on a eu droit, sans ticket, sans payer l'entrée, sans les grilles, sans les interdictions, sans tout ça. Balbec pour soi tout seul, le temple de Bacchus. Alors là, le soleil, on le sent avec une force, avec ces petits lézards qui se baladent entre les pierres, et Cléopâtre qui est en train de mourir dans un bas-relief et tout. Ça, c'est des choses... Et alors, cette espèce de contraste entre la ruine Balbec et la ruine présente, il me manque un chapitre sur les ruines. Tiens, voilà, j'ai peut-être oublié. Puis il y a Byblos, ce plus vieux port du monde, ce petit bijou qui, à 50 km, était totalement pacifique. Il ne se passait rien à Byblos, c'était magnifique, sauf que l'autoroute pour y aller était fermée parce que ça permettait aux avions syriens d'atterrir. C'est complètement fou. Et on arrive à Byblos, et là, c'est la paix des siècles, c'est la paix des millénaires, c'est la tradition chrétienne mélangée à la tradition arabe. C'est inouï. Et puis moi, alors, je vois ce tout petit théâtre qui avait été déplacé, en fait. Vous savez que derrière, il y a la mer, c'est-à-dire on joue, on peut parler comme ça, il y a cette espèce de murmure qui chante sur le grand large. Et tout ça, c'est aussi le Liban. Le Liban, effectivement, où vous écrivez, Diane Mazloum, que tout le monde se bat pour cette terre et pour s'y enraciner. Je veux rester sur cette phrase, effectivement, parce que c'est ça, cette histoire aussi du Liban. C'est cette guerre pour la terre. La terre est très importante dans votre livre, puisque Fausta travaille la terre. Elle est artiste. Elle en fait des œuvres d'art en travaillant la terre de façon très, très charnelle aussi. La terre, on y met aussi son oreille pour écouter, vous savez, l'eau qui peut couler avec les canalisations, parce qu'il est dit que on vole l'eau aussi du Liban, parce que j'ai vu, Diane, vous regarder quand vous parliez d'eau, on a peu d'eau dans la journée, c'est calculé, et vous riez, mais votre livre est très drôle par rapport à ça, et ça, je voudrais le dire aussi, parce qu'il nous fait sourire aussi sur toutes ces contradictions libanaises. Et la terre pour laquelle on se bat, la terre qu'on écoute, la terre qu'on ressent, la terre sur laquelle on marche. Ce roman est un roman sur cette terre-là que vous connaissez, dans tous les sens du terme, d'ailleurs. Oui, effectivement, voilà, c'est vraiment la terre, que ce soit d'un point de vue symbolique,
que physique, puisque justement, donc Léo, qui est mon personnage masculin, qui arrive pour la première fois dans ce village, qui est aussi le village de ses ancêtres, quand il il vient juste pour régler cette affaire de piscine qui a été illégalement construite par Faust sur son terrain. Lui, il a été mandaté par son père. Donc il est là, il se dit, je vais essayer de régler cette affaire au plus vite et rentrer chez moi. Mais effectivement, il est envoûté par le lieu. Et quand il réalise qu'il est vraiment, elle se situe à la frontière des 3 pays, ça devient presque une obsession pour lui, obsession que personne d'autre n'a dans le village, qui ne lui est tombée qu'à lui, c'est de se dire « je veux aller voir ce qu'il y a au point d'intersection des 3 pays ». Il se dit que concrètement, il va trouver quelque chose là où se croisent le Liban, la Syrie et l'Israël, et il se donne comme mission d'aller voir et peut-être récupérer ce qui peut s'y trouver, tellement que, disons, la terre devient magnétique pour lui. Et quant à Fausta, effectivement, Fausta carrément, elle creuse dans la terre une piscine, puisqu'il n'y a pas d'eau dans la région. L'eau ça manque cruellement d'eau, elle est rationnée, il faut des réservoirs d'eau pour pouvoir prendre des douches, arroser les plantes. Et donc elle construit une piscine qui va encore plus demander de l'eau. On ne sait même pas d'où on va pouvoir trouver de l'eau pour pouvoir remplir cette piscine, mais elle en a tellement besoin pour essayer d'aboutir à son projet de procréation. Mais c'est ça, enfin, quand je disais, il y a quelques points communs sur la question de donner naissance et de procréer et de trouver en soi peut-être la possibilité de donner la vie. Et pour cela, votre roman se pose la question du rapport à la mort, parce que c'est de ça dont il est question aussi. Est-ce que Fausta, à l'image d'autres Libanais, est empêtré, enfermé dans ce pays, et en étant même plus capable de l'observer comme le fait un Jacques Weber qui voit les beautés, ou votre Léo qui arrive et qui est capable de regarder plus loin que le simple village? C'est-à-dire que, donc juste un mot sur ça, effectivement, Léo, il arrive, il est ouvert à tout, il veut savoir, il veut découvrir, un peu comme M. Weber quand il est arrivé. Effectivement, il se laisse imprégner, il se laisse stimuler par tout ce qui l'entoure. Quant à Fausta, elle qui passe quelques jours là, elle connaît très bien ce village, il y a une maison familiale, elle est habituée, c'est complètement différent. Et son rapport à la mort, effectivement, est très différent, tout comme son rapport à la vie. Vivre au Liban, être de là, c'est vraiment avoir, je pense, avoir toujours dans un coin de la tête un goût de mort tout le temps. C'est-à-dire, même moi, j'y pense 30 fois par jour. Et ça fait vraiment partie de notre système. Et on voit la différence avec Léo. Lui, il est complètement indifférent à la mort. C'est quelque chose qui ne l'atteint même pas. Écrire sur le Liban, Diane Mazloum, faire un roman sur le Liban, qui est votre pays, où vous y rendez encore très souvent. On parlera après de ce que vous avez vécu et qui change peut-être pas mal de choses, et votre regard. Qu'est-ce qu'on fait quand on écrit sur son pays? Qu'est-ce qu'on fait quand on écrit sur le Liban? Quand on écrit un roman sur le Liban? Que peut la littérature et que peut dire la littérature? Alors moi, ce que vraiment j'essaye à travers mes romans, c'est vraiment d'exprimer un certain Liban qui aujourd'hui, je sens comme d'autres, est vraiment, disons, menacé et en voie de disparition. C'est ce Liban que j'essaye vraiment d'exprimer et de montrer. Je veux garder une trace de cette singularité libanaise, de cette exception libanaise qui est vraiment insaisissable et qui a été très bien décrite justement par M. Weber. Tout ce multiculturalisme, la langue, il y a vraiment quelque chose, justement, même moi là maintenant je ne peux pas vous le décrire en quelques mots, mais c'est parce que c'est tellement difficile à se l'approprier que j'essaye à chaque roman de transmettre une certaine facette de ce Liban qui justement aujourd'hui, c'est le rayon, c'est la lumière du Liban qui, on espère, ne s'éteindra pas, mais qui est un peu menacé aujourd'hui.
Est-ce qu'il y a un sentiment d'urgence quand vous dites le besoin de laisser une trace de ce Liban, de cette lumière, de cette terre? Est-ce que c'est une urgence chez vous? Oui, chaque jour, je sens qu'on est en train de perdre quelque chose de ce Liban. Chaque jour, il y a quelque chose qui disparaît, ne serait-ce que des personnes d'un certain âge qui, dès que la dernière personne d'une certaine génération, de cette génération, de ceux qui ont connu l'âge d'or du Liban va mourir, c'est fini, il n'y aura plus personne pour les remplacer. Les personnes que vous avez connues qui parlent, disons, le français, un français impeccable, mais en roulant des airs et avec cet accent, ce n'est pas mon accent non plus, même si j'ai un accent, mais ils vont mourir, ils vont disparaître. Il y a plein de choses qui chaque jour disparaissent par la force du temps, mais aussi par les circonstances. Et je suis dans une frénésie de vouloir chaque jour garder le plus de traces possible, effectivement. Vous écrivez à un moment donné sur le paysage que voit Léo, vous dites ce paysage hors de ce monde. C'est-à-dire que vous mettez presque ce paysage et le Liban hors du monde. Est-ce que c'est déjà un petit peu échappé? Est-ce qu'il y a déjà quelque chose de l'ordre du fini pour vous? Oui. Pour moi, effectivement, quelque chose est déjà mort, quelque chose est déjà fini, et là, on essaye de récupérer un mince, disons, parfum ou une dernière effluve qui reste. Et en même temps, hors de ce temps, parce qu'il y a quelque chose un peu de l'ordre du début et de la fin du monde. Il y a quelque chose qui vraiment, le mot c'est insaisissable et qui est toujours très difficile à saisir, à se l'approprier, bien qu'on parle d'un pays qui est tout petit, d'une ville, Beyrouth, qui est petite, de villages qui sont minuscules. Et pourtant, tous ces lieux me donnent l'impression de contenir un peu le monde. Jacques Weber, quand vous écrivez Paris-Beyrouth, pourquoi l'écrire 36 ans après? Est-ce qu'il y a quelque chose aussi de l'ordre, il y a de l'ordre aussi de rappeler ses souvenirs, déjà, je pense, chez vous, mais est-ce qu'il y a quelque chose d'une urgence aussi? Vous y êtes retourné d'ailleurs, vous retournez à Beyrouth, je crois, en 2001, quelques années après, la guerre civile n'est plus là, mais le Liban continue à vivre des drames absolus. Mais qu'est-ce qu'il y a dans votre tête? Est-ce qu'il y a aussi une urgence d'écrire ce Paris-Beyrouth? Je ne peux pas parler en termes d'urgence. Ce qui est vrai, c'est que, au contraire, je pense que j'ai voulu donner le temps au temps, comme disait non pas Mitterrand qui avait piqué ça aux grandes langues antiques, mais j'avais envie de prendre mon temps, mais en même temps, au fur et à mesure, je me rendais compte que je ne cessais de raconter cette histoire, qu'elle m'avait énormément marqué et que le souvenir restait exact. Alors même que le souvenir, c'est mouvant, ça n'arrête pas de changer, et que là, c'était d'une exactitude presque maladive. D'autre part, il y avait ces très beaux cahiers que ma femme écrivait tous les jours, sans commentaire, en ne disant jamais c'est merveilleux. Elle disait non, 11h45, on a bu un petit arak. Telle heure, on a fait ça, telle heure. Voilà. Et puis avec des photos qu'elle avait prises et des choses comme ça. Et donc j'ai rouvert ces cahiers, tout revenait. Bon. Mais ce que je crois, c'est que j'avais très peur du récit autobiographique. Je me disais que c'était la grande différence. On peut exprimer tellement autre chose et peut-être beaucoup plus profondément dans le roman, dans le pur littéraire. J'ai très peur des bouquins qui se démontent le nombril, quoi. Ça me fait horriblement peur. Voilà, j'aime pas ça. Bien que parfois c'est nécessaire, mais je n'aime pas ça et j'avais très peur de ça. Et puis et c'est peut-être pour ça que j'ai pris le temps pour essayer de faire aussi œuvre littéraire malgré ce récit qui est un récit où le réel compte beaucoup. Le réel compte énormément. Moi, ce qui compte, c'est le concret. Chez vous, ce qui compte peut-être, c'est cette espèce de réussir à signifier la lumière. Qu'est-ce que c'est dur d'écrire la lumière. Mais si vous le réussissez, c'est purement littéraire, c'est merveilleux. Moi, j'ai quand même une base concrète. C'est un récit plein de dangers, plein de trucs. Et donc, j'ai essayé, tout bêtement, ça y est, je raccourcis, d'écrire mieux. Voilà. Et il m'est arrivé des rencontres, entre autres, avec une femme que vous connaissez, qui est Dominique Hédé, qui est une grande écrivaine libanaise, grande reporter. Je vous conseille à tous de lire les articles qui, eux, sont magnifiques
sur le Liban, dans Le Monde, dans Libération, dans L'Orient le jour, si vous l'avez. C'est magnifique. Et cette femme, un jour, je me souviens, il n'y a pas tellement longtemps, on était en vacances chez elle, a lu mon avant-dernier livre et m'a dit « Mais tu veux qu'on en parle ?» et tout. Je dis « Oui, oui, bien sûr. » Et elle m'a fait travailler, en fait. Et en me faisant travailler, je suis sûr que j'ai fait des progrès d'écriture. Et puis en écrivant 5-6 livres, parce que vous, votre métier, c'est écrivain. Moi, c'est acteur, ça n'a rien à voir. On n'est pas écrivain du jour au lendemain, comme je ne supporte pas ceux qui se prétendent acteurs du jour au lendemain, et Dieu sait s'il y en a. Et donc, moi, j'ai eu cette nécessité impérieuse d'apprendre à mieux écrire pour oser raconter cette histoire qui, tant sur le plan intime que sur le plan plus large de l'histoire, est importante. Voilà. Est-ce que c'était aussi une façon de vous convaincre de quelque chose? Vous écrivez, ce n'était ni Verdun ni Ouama Beach, c'était Beyrouth blessée, mourante. Des vautours, armes au poing, encore fiers de leur massacre, défendaient leurs trophées. Pour de vrai, j'ai vu des enfants armés pour de vrai, des combattants ont trinqué, mangeant ensemble et sont allés s'entretuer. Pour de vrai, rien ne sera plus comme avant. Ce pour de vrai là, est-ce qu'il y avait... Parce que vous dites aussi à un moment, j'aime les films de guerre. Vous l'écrivez, j'aime vraiment les films de guerre. Et essayer de comprendre ça, et quand on va dans un pays où on voit la guerre pour de vrai, il y a quelque chose de l'ordre peut-être de l'interrogation. Oui, et puis mon métier, c'est revenir à heure fixe dans ce petit endroit où tout est faux pour être vrai. Donc on a une relation avec le vrai qui est tout à fait particulière. Ça n'est pas le cas de la littérature. La littérature s'empare de cette masse informe, indéfinissable qu'est le vrai. Elle en fait ce qu'elle veut. Nous, c'est différent. On falsifie pour redonner une image plus ou moins exacte. Voilà, c'est très, très, très curieux, très perturbant. Et moi, quand j'arrive là-bas, je vois que c'est du vrai. La mort, quand je la joue dans Cyrano ou dans d'autres rôles, je n'en ai jamais eu l'expérience. La trouille non plus, tout ça, c'est... Voilà. Et là, je vois que c'est très, très, très... que tout prend... que le concret, c'est magnifique. Peut-être que ce qu'il y a de plus beau au monde, c'est le concret. C'est la soi-disant petite vie des gens qui est parfois d'une beauté absolument... Cet homme au pied de l'hôtel Palmyre, c'est toute une histoire qui s'ouvre devant vous. Et voilà. Et c'est vrai que quand j'insiste, quand je prends cette formule d'écriture qui est pour de vrai, pour de vrai, pour de vrai, c'est qu'on oublie trop qu'il y a des milliers d'années-lumière entre le récit, la visualisation de tel ou tel drame à des milliers de kilomètres, et puis le pour de vrai. Je ne sais pas comment expliquer, mais oui, quand vous voyez un enfant, vous menacez de mort, et puis un petit môme qui me dit, non, pas un, oui, pardon, ce monsieur qui était le patron de l'hôtel Saint-Georges et qui est devant sa piscine, et je vous jure que je n'exagère pas les distances, je m'en souviens par cœur, une bande de milices se bagarre là, juste dans la pièce à côté, une rue à côté, pas plus loin que la pièce à côté. Et il était en train de nous raconter Beyrouth, ses drames intimes, les grandes légendes de Beyrouth, cette fois sera détruite, se reconstruira cette fois. Enfin, il nous raconte tout ça avec ce français dont je parlais tout à l'heure. Et il y a la piscine, et il y a le grand large. Et d'un seul coup, et il dit, comme ça, avec un calme de roi, des rois antiques, et il dit, je crois qu'il faudrait que nous reculions un peu. Nous reculons. Et tout seul coup, je recule sans peur. Et ben, c'est pas, tout ça était pour de vrai. Ça existe dans la vie. Le plus extraordinaire, c'est dans la vie. Le plus invraisemblable, c'est dans la vie. C'est là. Et j'avais envie de dire cette espèce de paradoxe imbécile, mais le tragique est parfois une chance. C'est ça qui est tout à fait bizarroïde. Voilà, mais c'est comme ça que ça se passe. Et moi, oui, je le dis dans le livre. Par exemple, il y a un film que j'adore, alors que c'est une ordure absolue, mais en même temps un homme courageux, certes, mais une ordure, c'est Patton. Et je ne sais pas pourquoi j'adorais ce film. Et ben c'est vrai que depuis que j'ai été à Beyrouth, c'est terminé. Voilà. C'est idiot, ça n'a pas d'intérêt. Voilà. Je voudrais qu'on parle de cette appartenance dont je parlais au départ, d'autant que vous, ce livre s'appelle bien Paris-Beyrouth. Il y a un aller-retour. Et au retour de Beyrouth, la France est mon pays, écrivez-vous, en franchissant la douane. J'en suis fou. J'avais négligé ma chance
d'avoir une identité, une nation. À Beyrouth, il n'y a pas de numéro de rue et les plaques sont illisibles ou ont disparu. Cette chance d'appartenir à une nation, c'est ça que vous écrivez aussi. Oui, dans la ce Paris chance Beyrouth. d'appartenir à un pays où il y a encore, même si souvent ils sont mensongers et même s'il y a des choses que je ne supporte pas dans ce pays, n'empêche qu'il a une structure, il a un État, il a une organisation, il tient encore le coup. Il y a des points de repère, ne serait-ce que pour se révolter, mais il y a des points de repère. On sait à qui parler, on sait contre qui se battre. Et puis oui, c'est autre chose, mais une autre chose que j'avais oublié à force d'y être. J'avais oublié que la Bretagne était belle, que la Côte d'Azur était ensoleillée. J'avais oublié le chemin de Nietzsche qui monte dans les montagnes. J'avais oublié Paris et sa magnificence. Et voilà, enfin, sa magnificence et ces quartiers très douloureux qu'on oublie trop longtemps sur les cartes postales. Mais voilà, et c'est vrai que c'est magnifique quand on rentre au pays. Et c'est là où on se dit à quel point ça peut être horrible que d'être exilé, émigré, être obligé de partir de chez soi. Je pense que c'est un déracinement qu'on ne peut pas imaginer si on ne l'a pas vécu. Diane Mazloum, cette appartenance, il en est question. Quand Fausta emmène sentir des parfums à Léo, elle lui dit « Je vais te présenter comme un ami étranger ». Il répond « Je suis un étranger ». Elle répond « Sauf que tes ancêtres sont d'ici ». Lui est très surpris, mais il a un sursaut de fierté, écrivez-vous. Mais de quoi était-il fier au juste? D'avoir l'impression d'appartenir à un lieu aussi improbable et reculé que celui-ci. Et puis plus loin, vous dites, vous lui faites dire à Léo que l'appartenance est rassurante. Qu'est-ce que vous nous dites quand vous écrivez ça? Parce que c'est quand même lui, l'étranger, mais qui a ces racines-là, qui se sent extrêmement fier d'appartenir d'une certaine manière au Liban. Alors, effectivement, oui, c'est un peu ce que je ressens. C'est-à-dire, moi, en fait, je suis un peu un mélange de Faust, un mélange de Léo, parce que je ne suis pas née au Liban et je n'ai pas grandi au Liban. Et quand je m'y suis installée, c'était lors de mes études, donc j'étais déjà grande. Mais je connaissais le Liban pour y avoir été emmenée dès petite à la fin de la guerre et toujours pour voir la famille pendant les grandes vacances. Donc ce n'était pas du tout un lieu étranger, c'est un lieu qui au contraire avait déjà marqué mon inconscient d'enfant. Et effectivement, c'est un de mes questionnements que j'essaie de retranscrire à travers ce livre, comme aussi probablement d'autres, c'est que je ressens effectivement, malgré tout, et je dis bien malgré tout parce que je ne vois pas aujourd'hui même pas pourquoi est-ce qu'on pourrait être fier d'être libanais, mais je ressens une très grande, effectivement, fierté et un très grand attachement au Liban, à une espèce de nation qui n'existe toujours pas, sans État, sans structure, sans rien. Et pourtant, le drapeau libanais ou l'hymne national libanais, c'est quelque chose enfin, je ne sais pas moi, d'exceptionnel, alors que je remarque que, par exemple, en Europe ou en France ou même ailleurs, les gens n'ont pas du tout ce rapport au drapeau ou à l'hymne national. Et nous, on a un rapport extrêmement fort à ces deux emblèmes. Et voilà, c'est quelque chose aussi qui est difficile à expliquer. Je cherche moi-même les réponses. Est-ce que construire une piscine dans un lieu où il n'y a pas d'eau, en plein désert, c'est un acte de résistance? Effectivement, c'est d'abord pour Fausta, donc, qui construit cette piscine sur un terrain qui ne lui appartient pas, un acte d'inconscience. Mais effectivement, c'est surtout un acte de résistance qui montre qu'on peut encore construire quelque chose là où l'insouciance ne règne plus, ce qui fait vraiment écho à la situation actuelle aussi au Liban. Est-ce que cet acte de résistance ou d'inconscience, vous l'avez vu, Jacques Weber,
Vous dites finalement, les Libanais, quand vous y êtes, sont assez heureux. On est capable de faire la fête, de boire, de rire, de faire l'amour, etc. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous a surpris ? Est-ce que vous le voyez comme un acte de résistance à cette époque 1984 ou d'inconscience? Comment vous le voyez? Je crois que c'est ni inconscience ni résistance. Je crois que ça participe tout simplement à ce fait que je racontais. C'est quand le danger est aussi éminent dans la vie. On retrouve le prix de la vie et on est prêt. Et j'ai eu nombre de témoignages de Jocelyne, d'Amal, de Dina, de plein de gens qui m'ont dit que jamais il y avait eu des telles fêtes aussi folles que pendant la guerre du Liban. Alors, ce qu'il faut dire, il y a deux choses qu'il faut dire, c'est que ce qui, moi, m'a alerté bien avant, non pas cet accident, mais cette conséquence d'un état de fait, qui sont les deux explosions et non pas une, c'est que déjà, j'avais des témoignages qui me disaient mais c'est pire que la guerre parce qu'on ne mange plus, parce qu'on n'a plus les médicaments, parce que voilà. Donc c'est un état encore plus déplorable que la guerre elle-même, qui avait justement cette presque là ne plus manger, ne plus. Et puis c'est dans un c'est dans un rythme lent de la fausse tranquillité ou de la paix. Il n'y a pas de guerre, et d'un seul coup, il y a ça qui arrive. C'est insidieux et c'est effrayant. Alors voilà, quand vous parlez du drapeau, je pense que c'est aussi peut-être parce que vous, justement, vous sentez consciemment ou non cette immense fragilité et cet Orient désert, qui fait que la notion d'État, vous la sentez très, très fragile, comme un drapeau au vent, et que justement, d'autant plus, alors que nous, on a un pays moins ancien que le vôtre finalement, mais ancien dans la structure que l'on lui connaît maintenant, et donc on oublie un peu. Ceci posé, moi je suis de ceux qui mais ça, alors là, je sens que je vais faire des ennemis, je suis d'accord pour qu'on siffle la Marseillaise dans certains moments. Mais pour des raisons qui sont hors sujet aujourd'hui. Voilà. Je pense vraiment que c'est parce qu'elle devient un mensonge épouvantable. C'est autre chose. Voilà. C'est compliqué effectivement de parler du Liban et de la fascination qu'on peut avoir aujourd'hui pour ce pays qui n'en finit pas de drame sur drame. Et je l'entends dans ce que vous nous dites, Diane Mazloum, quand vous dites il n'y a plus de nation, il n'y a plus rien. Je sens quelque chose d'extrêmement peut-être désespéré, ou je me trompe quand je vous entends là nous parler ici à Nancy de votre Liban. C'est difficile déjà dans l'absolu de parler du Liban parce qu'il y a déjà plusieurs Libans, oui. Il y a plusieurs réalités sociales et voilà, on ne peut pas parler du Liban, on ne peut pas parler du peuple libanais. C'est tellement non seulement fragmenté, mais c'est tellement pluriel que je ne peux que parler du Liban que moi j'aime, du Liban que je recherche, que j'aimerais continuer à faire vivre. Mais aussi, indépendamment de tout ça, pour revenir un peu à ce qu'on disait avant, c'est qu'effectivement, c'est aussi le rapport au temps, le rapport à la famille, le rapport au lieu, à la terre. Et je pense qu'il y a quelque chose de plus sacré au Liban, malgré, disons qu'ailleurs, ou en tout cas qu'en Occident, ce qui ajoute beaucoup aussi au fantasme, effectivement, parce qu'on sent la différence, on sent une importance. Et je le répète, une importance qui est collée, juxtaposée à du rien, parce que justement, il n'y a rien de solide, rien de concret, il n'y a pas de structure. Donc, on est vraiment dans un fantasme. Pour moi, le Liban, c'est une turbine à fantasmes, ce qui le rend très fascinant. Est-ce que Fausta, votre héroïne, finalement, n'est pas un peu le Liban en elle-même? Parce qu'il est aussi un peu question de cinéma dans votre livre. Il est mention à un moment donné de la féline de Jacques Tourneur. Léo, quand il voit Fausta, il se dit c'est un peu la féline, elle est chat sauvage, mais elle peut devenir panthère aussi. Et je me disais que quelque part, ça donnait peut-être un peu l'image de ce pays, peut-être capable de se transformer ou pas à tout moment. Vous voyez ma comparaison entre Fausta et qui porte tout ce pays et qui peut-être l'incarne complètement.
Oui, parce que voilà, Faust est un personnage double. Alors je ne sais pas si le Liban il est double, il est peut-être même triple et quadruple et tout ça, mais déjà comme personnage, c'est un personnage très très double. Elle est à la fois, comment dire, elle s'accroche à une forme de sécurité, mais c'est quelqu'un de très libre. Elle veut un enfant et elle n'en veut pas. Elle est urbaine et en même temps elle est complètement sauvage. Et déjà, quelque part, elle peut personnifier en tout cas un aspect du Liban, rien que dans ça, si on veut un peu, disons, simplifier les choses, effectivement. Je disais, Jacques Weber, que vous écrivez que quand vous êtes rentré du Liban, il y a eu du changement, vous avez vécu autrement. Alors, qu'est-ce qui a changé en vous concrètement? Qu'est-ce qui reste là? Et qu'est-ce qui... alors, il y a la voix qui est revenue, cette voix dont on disait qui quand vous jouez Cyrano, vous perdez la voix physiquement, elle s'en va. Quand vous êtes au Liban, à apprendre un peu pour le film une autre langue que la vôtre, à vivre dans un autre pays, cette voix va revenir. Quand vous rentrez, qu'est-ce qui a changé? C'est très important ça, parce que j'ai eu la sensation très exacte que le fait que ma voix disparaisse, qui était quand même une préoccupation de premier ordre étant acteur, ça correspondait à un regard d'introversion, narcissique, voire vaniteux. Et c'est bien un des problèmes et ce sont les grands dangers de notre métier. Et ce qui est vrai, c'est que bizarrement, comme la peur s'est déplacée, c'est-à-dire que ma peur n'était plus nombriliste, mais ma peur était au contact d'un monde, au contact de choses, une fois de plus très concrètes. D'un seul coup, mes problèmes, je le dis, gastro-entérologiques, parce que tout ça est combiné, ma voix, tout s'est remis en place nettement. Et je me suis dit que je comprenais mieux la nécessité impérative que nous soyons tous fraternels. Voilà. Et je pense que le Liban a été pour moi une porte ouverte en plus vers la nécessité absolue de la fraternité, du regard le plus rarement du monde tourné vers son nombril, le plus regard l'urgence, oui, c'est vraiment de regarder l'autre. L'autre dont on croit qu'il est à des milliers de kilomètres, mais l'autre des milliers de kilomètres est le même que l'autre qui est à 2 centimètres. Enfin, ça paraît un peu comme ça, c'est exactement ce que j'ai ressenti. Et c'est ce que je ressens encore. Et lorsque l'on joue, et je pense que je joue mieux désormais, il ne faut surtout pas aller regarder le nombril, mais il faut être comment dirais-je, en ignorance de la vanité du regard d'autrui, mais totalement en empathie, en communion avec les autres qui sont en face de vous. Voilà. Il y a aussi une question d'empêchement physique aussi chez vous dans votre livre, parce que Fausta ne peut pas ou n'arrive pas à avoir d'enfant. Mais c'est peut-être la même question, la même histoire finalement. Peut-être qu'elle se regarde beaucoup, il ne regarde plus son pays. Et l'autre est l'extérieur aussi. Elle est aussi très centrée sur elle-même, comment dire, je dirais repliée sur elle-même, ce qui pourrait effectivement s'expliquer par... au Liban, on a tendance un peu aussi à être replié sur nous-mêmes, ce qui est une forme d'autoprotection. Et effectivement, elle a cet empêchement donc d'ordre biologique ou physique qui fait qu'elle a d'énormes difficultés à tomber naturellement enceinte. Et puis, sa rencontre avec Léo va probablement dénouer quelque chose, peut-être pas dans le sens auquel on s'attend, mais dans un autre sens. Comme vous, quand vous retrouvez justement... Alors elle, justement, c'est au contact de l'étranger qui va faire que donc, les choses vont, en tout cas de toute façon, évoluer. Oui. Vous, c'était au contact du Liban, mais de toute façon, c'est vrai que le Liban a ce côté où on est remis en perspective au Liban, parce que justement, on est dans un état, appelé à être dans un état de survie permanent, où
on n'a pas les mêmes problèmes au Liban qu'on a en France, par exemple. Exactement. Donc, au Liban, on est vraiment ramené à un état Ouais. très basique, presque, de survie immédiate. C'est juste, c'est vrai, ça sent énormément cette survie. Survivre. Mais survivre, ça veut dire aussi enfin, Oui, voilà. vivre. Exactement. Vivre. Ça, ouais, c'est fou. Ouais. Est-ce que vous avez conçu votre deuxième enfant réellement à Beyrouth à ce Oui, moment-là? bonne question. Oui. oui, c'était génial. Enfin, c'était très bien. Oui. Ah, c'était incroyable. Oui, dans cette petite chambre sublime avec les petites fleurs dans un verre à dents, les pétales de rose. Il y avait aussi un peu de pétard. Enfin, il y avait un peu de tout, quoi. C'était merveilleux. C'était extraordinaire. Je sais. Oui, je me souviens de tout ça. Ouais. Je voudrais finir sur ça tout de même, parce qu'effectivement, il y a dans vos deux livres quelque chose toujours de cet ordre de la fascination. Pour ceux, il y a un rêve de Liban au Liban. C'est d'ailleurs le titre, je crois, de cette rencontre, le rêve de Liban. Pour ceux qui ne sont jamais allés, il y a quelque chose quand même de l'ordre de la beauté. C'est ce dont on parle depuis tout à l'heure, quand même, cette beauté qui restera toujours malgré tout, et qui est aussi dans la poésie, dans la musique aussi. Vous mentionnez quelques poèmes et quelques poètes, quelques chanteurs libanais. Il y a tout de même cette création, toujours au Liban, avec des écrivains. On a aussi Zaina Abirached qui est là aussi, qui est une dessinatrice magnifique et qui en parle de ce Liban. Diane Mazloum, la beauté que vous nous montrez est bel et bien là. Qu'est-ce que nous, enfin, quel regard pouvons-nous encore porter dessus? Est-ce qu'on peut encore être fasciné malgré le côté désabusé aussi, et je sens bien ce qu'on disait tout à l'heure, cette désolation de ce pays qui reste magnifique. Quoi faire, quoi dire? Est-ce que vous vous posez cette question encore plus aujourd'hui, Diane Mazloum? Oui, je pense qu'on peut encore... mon regard ne sera jamais le même regard que quelqu'un qui arrive au Liban pour la première fois. Mais de toute façon, moi, de mon côté, je peux, quoi qu'il arrive au Liban, je reste quand même toujours fascinée par les ressources humaines exceptionnelles des Libanais qui restent quand même vraiment jusqu'à maintenant ont quelque chose d'incroyable malgré tout, parce que bon, c'est quand même coup sur coup, et pourtant, malgré tout, il y a toujours quelque chose d'assez inattendu et de surprenant qui en sort, que ce soit sous forme d'humour, que d'inventivité, que de construction, création. Mais c'est de ça dont vous parlez tous les deux, c'est de cette vie malgré tout. Plus de 50% des Libanais aujourd'hui sont en dessous du seuil de pauvreté. Il y a cette guerre permanente et ces drames qui sont là, mais les gens sont toujours là avec la beauté, les parfums, les couleurs, la création, la vie, j'ai envie de dire, parce que c'est finalement ça qui résiste toujours dans votre pays. Oui, je pense que, comme partout, je pense que la vie est effectivement plus forte que la mort au final. Et d'ailleurs, on l'a vu maintenant aussi au Liban avec ce qui se passe, toutes ces nouvelles ruines. Si on parle de ruines, effectivement, en quelques secondes, donc il y a eu pratiquement autant de dégâts qu'en 15 ans de guerre. Et malgré tout, alors que tout d'un coup, on aurait pu effectivement se dire ça suffit, on arrête ou on part. Bien, il y a des gens qui partent, mais on arrête tout. Non, la vie a repris dès le lendemain, comme ça, inlassablement, et chacun avec des histoires, l'une plus miraculeuse et belle que l'autre, bien sûr, des histoires aussi très tristes, mais au final, la vie a toujours son dernier mot à dire. Une piscine dans le désert, Diane Mazloum aux éditions Lattès, et Paris, Beyrouth, Jacques Weber aux éditions Cherche Midi. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.